Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Au Cameroun, il est désormais interdit d'évoquer la santé du président Paul Biya, 91 ans, qui n'a pas fait d'apparition publique depuis le dernier forum Chine-Afrique en septembre dernier. La nature ayant horreur du vide, les rumeurs de maladie, voire de décès, ont proliféré sur les réseaux sociaux, ce qui peut créer un sentiment de panique. Du coup, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji, s'est dit aux grands mots, les grands remèdes. Il a adressé une circulaire marquée du sceau très urgent au gouverneur de région. Une circulaire qui porte sur l'interdiction de certains débats dans les médias. Paul Atanga Nji pointe les personnes sans scrupules qui inondent les médias et les réseaux sociaux de nouvelles mensongères sur l'état de santé du président de la République. De la panique, les Camerounais peuvent passer à la psychose devant une nervosité qui interroge. En tout cas, j'ai voulu que l'on fasse un pas de côté, qu'on revienne sur la nature profonde du pouvoir camerounais et de ses liens avec la France, qu'on écoute l'interview qu'a bien voulu m'accorder Abdoulaye Thiam, dit Calibri Calibro, activiste au sein de la diaspora camerounaise et désormais fiché S après avoir été porté au nu par le pouvoir d'Emmanuel Macron. Écoutez, c'est édifiant. C'est l'histoire d'un jeune homme de nationalité camerounaise vivant en France et fiché S. Fiché S comme un terroriste présumé. Fiché S avec tous les fantasmes que charrie ce marquage administratif dans les médias et le spectre politique. Or, Abdoulaye Thiam, dit Calibri Calibro, est tout simplement un activiste politique dénonçant dans son pays d'accueil le régime autoritaire de Paul Biya, 91 ans, au pouvoir depuis 1982, dans son pays d'origine. Il s'est fait connaître en 2020, Calibri Calibro, en alpaguant publiquement Emmanuel Macron au sujet de la guerre civile meurtrière qui se déroule dans la partie anglophone du pays, dans une séquence qui a fait le buzz. S'il vous plaît, monsieur Macron, s'il vous plaît. Oui, monsieur Macron. Monsieur Macron, mon pays, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. S'il vous plaît, monsieur Macron, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir de vous voir, monsieur Macron. Moi aussi. Il y a plus de 22 morts qui sont morts calcinés, monsieur Macron. Je sais ça. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai pris la Méditerranée, monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le général Camteau n'est pas libéré. Il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Dans cette séquence, on voit Emmanuel Macron à l'écoute, qui se pose en leader politique, qui comprend les souffrances d'une jeunesse africaine jetée sur les routes de l'exil en raison de l'incurie de ses dirigeants. Mais dans les coulisses, les États camerounais et français ont décidé de faire de sa vie un enfer. Nous avons voulu écouter son histoire. Bonjour Abdoulaye. Bonjour, monsieur Théophile. Alors, comment passe-t-on du statut de réfugié courageux qui a réussi à interpeller le président français à celui de fiché S, considéré comme un terroriste par le Cameroun et soupçonné du pire par la France? Pour répondre à cette question assez large, nous avons voulu connaître votre histoire. Qui êtes-vous? Vous êtes né à New Bell, quartier populaire de Douala, et vous avez traversé l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et la Méditerranée pour arriver en France. Racontez-nous votre vie du moment où vous naissez au Cameroun d'une certaine manière au moment où vous arrivez en France. Je m'appelle Thiam Abdoulaye Calibri, c'est d'ailleurs mon nom, c'est pas un sobriquet. Je suis né au Cameroun d'un père franco-camerounais d'origine sénégalaise aussi. Mon grand-père est né ici en France en 1903 à Reims dans la Marne. Et voilà, mon père il a été en France et puis il est retourné au Cameroun. Donc à une certaine époque, nous avons connu beaucoup de difficultés pour faire reconnaître la nationalité de mon père parce que pendant plus de 20 ans, il a complètement délaissé sa nationalité. Il s'est dit que bon, je suis français. Le jour où je me présente au consulat, j'aurai mes papiers. Donc ça a été très compliqué. Et ayant essayé plusieurs fois de venir en Europe, avec les réseaux de visa, j'ai été beaucoup floué. J'ai donc décidé de prendre la route. Je suis parti du Cameroun, passant par le Nigeria, le Niger, l'Algérie, la Libye et l'Italie.
Au départ, je venais en France, c'était pas pour m'attaquer à Biya, parce que ça, je l'avais... Non, mais en fait, j'aimerais qu'on parle un peu de cette traversée, parce que vous en parlez vite, mais c'est une traversée qui a été douloureuse, périlleuse. J'arrive. Je disais au départ, quand je quittais le Cameroun, c'était du tout pas dans le but de m'attaquer à Biya. J'avais déjà été activiste au Cameroun, j'avais été plusieurs fois arrêté au Cameroun, j'ai été même torturé à la GEMI. Donc, à un moment, je me suis assagi au groupement mobile d'intervention à Bonanjo. À Douala, la capitale économique. Effectivement. Donc, ce côté-là, je l'avais déjà mis un peu en berne. Moi, je venais en France, c'était d'abord pour ma nationalité, parce que mon père, il est français, de filiation, donc je venais pour ma nationalité. Mais quand je suis arrivé au Niger, voilà, dans le début, et ça rejoint votre question. Quand j'arrive au Niger, ce que je vois au Niger me fait extrêmement mal. Je vois des enfants de 8 ans, des enfants de 12 ans, de 16 ans. En fait, je vois la jeunesse africaine. Je vois une horde de jeunes désirant rejoindre l'Europe. Et je comprends très vite pourquoi. Pourquoi ces jeunes, pourquoi cette Afrique qui a le fer de lance du monde aujourd'hui, que ce fer de lance-là ne trouve qu'une seule solution, c'est l'exil. Je vois ces jeunes au Niger et je suis extrêmement choqué. Pourquoi ces jeunes prennent la route ? Tout simplement parce qu'à la tête de nos États, nous avons des dirigeants qui ne font absolument rien pour la jeunesse. Que vous allez dans tous les pays de la zone francophone, vous allez trouver les mêmes situations. Que ce soit au Cameroun, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est partout la même chose. Je vois des jeunes servis d'esclaves, des jeunes torturés, et je suis révolté. Torturés par qui ? Torturés par ce qu'on appelle communément des corsaires. Ce sont des gens qui vous promettent monts et merveilles, qui vous promettent de vous amener en Italie par autocar ou autre chose, alors que ce n'est qu'une illusion, vous n'y arriverez jamais. Et ça me révolte. À partir de là, je dis, on ne peut pas rester tranquille. On ne peut pas se taire. Dans cette traversée, quel est le moment, l'endroit qui symbolise le plus ces souffrances-là des jeunes qui décident de traverser la Méditerranée ? Le désert. Le désert, oui. Nous avons pour habitude, quand nous étions au Cameroun, quand j'étais au Cameroun, de voir plus parler de ce qui se passait en Méditerranée. Mais je peux vous rassurer, pour avoir pris cette route, que le désert est le plus grand cimetière de la jeunesse africaine. Les gens ne s'imaginent même pas, parce que ce que vous voyez en Méditerranée, un bateau qui a fait un naufrage avec 500 personnes, oui, on en parle. Mais avant 500 personnes, il y a 3000 personnes qui sont mortes au désert. Le désert est jonché de cadavres. Le désert, c'est le plus gros cimetière à ciel ouvert. Les gens ne se rendent même pas compte de ce qui se passe là-bas. Et pourquoi on meurt autant dans le désert ? Parce qu'il y a... Le désert, c'est le désert. Je ne peux même pas vous expliquer. On se perd Pas qu'on se perd. Les gens... La crête humaine, de ce côté-là, est devenue quelque chose de très banal. Les gens n'ont plus l'amour du prochain. Les gens ont juste une seule chose dans la tête, c'est se faire un maximum de fric. Vous avez des gens qui vous prennent, par exemple à Agadez, qui vous disent qu'ils vont vous amener au Niger, qui vous disent qu'ils vont vous amener en Algérie, mais qui vous abandonnent en plein désert. Vous avez des gens qui vous abandonnent complètement en plein désert, qui vous laissent à votre propre sort, et vous ne savez ni se situe le nord, le sud, vous êtes complètement perdu. Un migrant qui a fait 3 jours sans boire, sans manger, vous vous rendez compte que le désert ne serait que la dernière chose qu'il verra sur la terre. Alors, donc, finalement, la Méditerranée, ça se passe plutôt bien. Vous avez peur quand vous prenez l'eau ? Ce n'est jamais un passage facile. Et comment on se donne du courage face à cette mer qui peut vous avaler ? Vous savez, quand vous avez réussi à franchir le cap du désert, plus rien ne peut vous arrêter. Parce que vous vous dites qu'il n'y a pas plus pire que ce que vous avez vécu. J'ai parlé tout à l'heure des migrants qui meurent parce qu'ils sont abandonnés. Je ne vous ai pas parlé des migrants qui meurent
surtout les femmes et les enfants, parce qu'elles sont violées. Je ne vous ai pas parlé des migrants hommes même qui meurent parce qu'ils sont violés. Je ne vous ai pas parlé après le désert, ce qu'on subit en Algérie, l'esclavage qu'on subit en Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie se construit, il faut le dire, avec la main-d'œuvre migratoire qui est bon marché. La Libye, aujourd'hui, le migrant est devenu complètement une marchandise. Chaque Libyen, chez lui, a une prison. Il y a très longtemps, j'ai vu un film, pour moi c'est la fiction, un film de Jean-Claude Van Damme, si je peux le citer, Chasse à l'homme. Pour moi, c'était que la fiction. Mais j'ai véritablement vécu cette chasse à l'homme en Algérie, en Libye, autant pour moi, où chaque Libyen s'achetait un pick-up et chassait le noir, comme du bétail. Il le ramenait chez lui, le mettait dans sa prison et le revendait aux enchères. L'histoire a déclenché, a pris une autre tournure avec les images diffusées sur CNN. Mais jusqu'à aujourd'hui, cela ne s'est pas arrêté. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai collaboré avec le président Emmanuel Macron. Une fois arrivé en France... On en parlera. Mais voilà. Donc du coup, c'est cette traversée en fait qui vous politise, qui me politise qui vous entre guillemets, on va pas utiliser le mot parce que vous êtes fiché S, mais qui vous radicalise, qui vous révolte contre la nature du pouvoir de Paul Biya. Vous voulez adoucir un peu le mot? Oui, je me suis radicalisé, il faut le dire. Quand on vit ce genre d'horreur, quand on voit des jeunes, des enfants, parce que la traversée de la Méditerranée, toute cette traversée-là ne se fait pas que par des adultes. Il y a aussi des enfants, des bébés. Quand on voit ces bébés être chosifiés, être traités comme du bétail, être traités moins que du bétail même, quand on voit des jeunes mourir par centaines, on ne peut qu'être révolté, on ne peut qu'être radicalisé. Et ça va de soi, je suis un être humain. J'ai eu la chance de survivre à cet enfer. Et pendant que j'y étais, je me disais, si jamais je m'en sors, je serai la voix de ces personnes-là qui sont parties. Je me battrai pour que la communauté internationale puisse jeter un regard nouveau. Elle sait déjà, la communauté internationale, ce qui se passe. À l'époque, elle fermait les yeux. Et il fallait que des gens se battent, comme cette journaliste de CNN, pour que la communauté internationale puisse enfin réagir. Et aujourd'hui, on est encore revenu je dirais, à la même situation qu'avant la diffusion de CNN. C'est encore pire aujourd'hui. Vous avez vu ce qui s'est passé au désert tunisien, où des soldats ont accompagné des gens vers leur mort. C'est pire aujourd'hui. Alors, donc, vous arrivez en Italie, puis en France, et vous vous engagez, notamment dans la brigade anti-Sardinat. Je crée la brigade anti-Sardinat. C'est quoi la brigade anti-Sardinat? La brigade anti-Sardinat, il fallait apporter une réponse à la brigade des sardines qui existe au Cameroun. En fait, nous sommes partis du fait qu'au Cameroun... les sardinards, ce qu'on appelle les sardinards, c'est les gens qui profitent des largesses du régime, à qui on distribue des sardines, pour qu'ils viennent à des... qui profitent un peu, c'est-à-dire qui sont, disons, achetés à coups de boîtes de sardines pour venir applaudir. En fait, Biya, dans sa façon de gérer au Cameroun, pour lui, le Camerounais mérite un pain et une sardine. Et nous avons constitué, pas plus, nous avons constitué une brigade qui est la brigade anti-Sardinat. Nous nous opposons à ce pain et à cette sardine offerte au peuple à la place de l'eau, de l'électricité, d'un système de santé normal. Et donc, quels sont les moyens d'action de cette brigade anti-Sardinat? Les moyens d'action, vous les connaissez. Nous avons commencé par les artistes en disant à ces artistes-là, vous êtes chosifiés au Cameroun. Le statut de l'artiste au Cameroun n'existe pas. Les artistes sont des clochards, des véritables clochards dans leur propre pays. Vous ne pouvez pas appeler le peuple à soutenir quelqu'un qui est incapable de s'intéresser à ce peuple-là. Parce que lors des élections, ces artistes sont mis en contribution pour font la campagne de Paul Biya. La campagne du RDPC, de Paul Biya et du RDPC. Et quelques mois après, on voit les mêmes artistes en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas l'argent pour envoyer leurs enfants à l'école. Et donc, vous avez agi pour... D'ailleurs, comme les activistes congolais aussi, pour boycotter, organiser le boycott de certains artistes. Vous avez également agi lors de manifestations du régime. Nous avons agi contre les personnalités
soit proche, soit soutien du régime. Comment? En le boycottant, en faisant en sorte les interpellant publiquement, en les expulsant des lieux où ils étaient. Nous avons réduit les visites de ces hommes politiques-là, les visites de ces ministres-là en Europe. En fait, vous faites de leur vie un enfer quand ils sont ici, comme ils font de la vie de leurs compatriotes un enfer dans leur pays. Ils ont décidé qu'au Cameroun, ils étaient des rois, qu'ils contrôlaient le territoire camerounais, et nous les avons démontré que l'extraterritorialité camerounaise était contrôlée par nous. Et ils n'avaient pas le droit de citer. S'ils voulaient se soigner, ils disent que le Cameroun est beau, ils disent que le Cameroun a toutes les infrastructures. Mais pourquoi ils ne se soignent pas au Cameroun? Pourquoi viennent-ils se soigner en Europe? Donc nous étions opposés à avoir ces membres du gouvernement, à voir ces soutiens du régime venir se pavaner tranquillement en Europe. Alors c'est dans ce contexte que vous avez réussi à alpaguer Emmanuel Macron. Comment ça s'est passé? C'était au Salon de l'Agriculture en 2020. Ouais. Comment ça s'est passé? Écoutez, en tant qu'activiste, il faut préparer certaines opérations. Donc, je savais très bien. En 2019, déjà, j'avais essayé, n'est-ce pas, d'approcher Emmanuel Macron. C'était très difficile. Donc, je n'ai pas baissé les bras. Et j'ai remis ça en 2020. Malheureusement, parce que je ne dirais pas... Malheureusement, il y a eu ce problème de Garbou. C'est-à-dire un village où l'armée camerounaise a commis des exactions qui étaient abominables contre les populations. Et j'ai tenu un mot ce jour où j'ai dit au président Macron, il y a un génocide au Cameroun, et je l'en veux même encore. Il y a un génocide au Cameroun. Le mot est un peu fort quand même. C'est un génocide qui se passe au nord et au sud-ouest. Il faut le dire. C'est une épuration ethnique. Les gens ont peur d'utiliser les mots, mais c'est une épuration ethnique qui se passe. C'est une assimilation. Quand on parle d'assimilation, c'est un génocide. Vous l'avez interpellé, donc, Emmanuel Macron, à ce sujet, au sujet de ces exactions de l'armée camerounaise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, cette partie qui avait été colonisée par l'Angleterre et qui est d'une certaine manière... Non, qui n'avait pas été colonisée, qui était sous mandat sous tutelle britannique et qui, d'une certaine manière, est colonisé par le Cameroun francophone. Le Cameroun n'a jamais été colonisé, contrairement à ce que les gens pensent. En tout cas, vous avez donc été interpellé Emmanuel Macron. Il a eu une bonne réaction. Il s'est montré compréhensif. Il a même évoqué la situation du leader de l'opposition, Maurice Kamto, qui à l'époque était emprisonné. Bref, en tout cas, il a donné une impression d'être avec vous, à vos côtés. Mais tout de suite après... peut-être pas tout de suite après, vous avez été criminalisé en France et au Cameroun. Comment on passe de ce statut donc de héros, de dénonciateur apprécié par le président de la République française au statut de fichier S, de personne d'ennemi public numéro 1? En fait, quand on ne veut pas se laisser acheter, on subit les affres de ceux qui contrôlent un peu les choses. Moi, je me bats pour mon peuple. J'ai décidé de mettre ma propre vie, entre guillemets, entre parenthèses, pour porter haut les souffrances de mon peuple. Et je préfère mourir pauvre, avec ma dignité, que de mourir riche et baisser la tête chaque fois que je verrai un Camerounais. Donc, le 25 mai 2020, j'ai reçu une proposition. Il est vrai que j'avais interpellé le président Emmanuel Macron sur les souffrances de ma famille directe au Cameroun. Et le 25 mai, j'ai reçu une proposition où le chef du cabinet appelait... Le cabinet d'Emmanuel Macron. Oui, appelait le ministre Castagnier, sollicitait pour moi un certificat de nationalité. À l'époque, ministre de l'Intérieur. À l'époque, ministre de l'Intérieur. Il sollicitait pour moi un certificat de nationalité français. Et après, il y a eu d'autres choses derrière où on me demandait de me calmer, que j'avais été écouté,
qu'il fallait maintenant penser à ma vie et j'ai dit non, ça ne m'intéressait pas. D'abord, je suis venu en France pour ma nationalité avec filiation. Donc, parce qu'en fait, vous êtes français d'origine. D'origine. Donc, en réalité. En réalité. Donc, je n'ai pas besoin d'un certificat de nationalité, d'une naturalisation. Vous pouvez garder votre naturalisation. Et en réponse, pour étayer ce que je disais, c'était le 25 mai, le 29 mai, j'étais devant l'Assemblée nationale française avec un bidon d'essence pour dire nous allons monter crescendo. Ce n'est pas une nationalité qui va nous empêcher, n'est-ce pas, de parler du Cameroun. Et à partir de ce moment-là... Ce bidon d'essence, c'était pourquoi vous vouliez brûler l'Assemblée nationale? Non, je ne voulais pas brûler l'Assemblée nationale. C'était une manière de dire... C'était une manière d'interpeller. Moi, je voulais, me mettre le feu. Vous stimuler par le feu. Oui, je le voulais. Parce que je pensais... pas que je pensais... Je comprenais que M. Emmanuel Macron trouvait déjà un deal avec Biya. Alors qu'au Salon de l'Agriculture, il s'était montré, comme vous l'avez dit, ouvert. Il a tenu des propos même qu'un président en exercice ne pouvait pas tenir. En ce moment, on comprenait qu'il y avait une espèce de distance entre Yaoundé et Paris. Et ils se sont réconciliés sur votre dos. Ils se sont réconciliés sur notre dos, sur le dos du peuple camerounais. Et il fallait interpeller, non seulement les députés français, il fallait interpeller, autant pour moi, la France sur la situation catastrophique qui se passe au Cameroun, notamment sur le conflit. Parce que ce conflit, il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui, on est à plus de 20 000 morts. Et aussi sur la situation des Camerounais. Je vous rappelle qu'au Cameroun, aujourd'hui, le Cameroun n'est pas un pays en guerre, mais il y a plus de morts au Cameroun que dans un pays en guerre. Les gens meurent tous les jours au Cameroun. De fait d'une absence hospitalière, les Camerounais sont livrés à eux-mêmes. Donc, face à tout cela, à la misère du peuple camerounais, soutenu d'une certaine manière par la France, il fallait... faire un geste fort. En tant qu'activiste... À votre avis, ce geste fort, cette menace de vous immoler par le feu devant l'Assemblée nationale, qui a précipité votre fichage politique? Quand un président, le chef du cabinet du président de la République ne peut pas prendre sur lui de demander au ministre de l'Intérieur de vous faire un certificat de nationalité. C'est pas possible. Il a reçu l'ordre de son supérieur, de son patron. Donc, quand un président vous donne une nationalité et que vous dites non, et que 4 jours après, vous vous retrouvez devant le symbole de la nation où vous essayez de mettre le feu sur vous, vous devenez plus dangereux pour lui. Et pour cela, il comprend que vous êtes prêt à aller jusqu'au boutisme. Mais comment vous avez su que vous étiez fiché S? Parce qu'on ne vous le dit pas. Oh non, on ne vous le dit pas. J'ai su que passé? j'étais fiché S quand la CNDA... Donc, non, pas quand la CNDA, autant pour moi, parce que là, j'ai eu des juges vraiment magnifiques. Quand l'OFPRA... donc l'Office de protection des réfugiés apatrides, a refusé de me donner le statut de réfugié, alors que j'en avais le droit. D'ailleurs, dans sa propre conclusion, l'OFPRA reconnaît, entre guillemets, et c'est ça qui est bizarre, l'OFPRA reconnaît que j'ai bien droit à une protection, que si je rentre au Cameroun, c'est très grave. L'OFPRA reconnaît que si je rentre au Cameroun, je risque ma vie. Mais il refuse parce que l'OFPRA a eu des pressions du ministre de l'Intérieur, des pressions au-delà du ministre de l'Intérieur. Et ça, j'ai eu un cabinet d'avocats extrêmement efficace qui a réussi à avoir, je ne sais pas comment, un certain nombre d'informations avec des documents précis qui ont démontré que effectivement j'étais fiché S, que je pensais Darcourt, le directeur général des étrangers en France, a dit à l'OFPRA de ne pas me donner une protection internationale, que le ministre de l'Intérieur lui-même a intervenu personnellement pour dire que je ne dois pas. Mais pourquoi? Parce que vous êtes un terroriste? Parce que l'État camerounais dit que vous êtes un terroriste. Mais que dit l'État français? Si je vous donne les conclusions de la DGSI, je représente un danger pour la sûreté nationale, moi petit calibré, et je porte atteinte aux intérêts fondamentaux, politiques et diplomatiques de la France, aux intérêts fondamentaux, politiques et diplomatiques de la France.
Alors, c'est absolument important votre histoire parce que quelque part, en France, on dit bon voilà, les Africains sont incapables de lutter contre leur dictature épouvantable qui les maltraite et donc ils viennent en France comme si on leur devait des choses, alors qu'on voit bien qu'il y a un système franco-africain, des dictatures d'un côté, des démocraties proclamées de l'autre, qui oppressent de concert une jeunesse africaine qui se trouve dépouillée de tous ses droits, ici comme là-bas. C'est l'ambiguïté française en fait. Comme vous pouvez le constater, hein, à chaque élection ou à chaque problème, c'est l'immigration qui est pointée du doigt. C'est l'immigration africaine. D'ailleurs, lors de mon passage, lors d'une commission d'enquête parlementaire, j'ai dit, vous n'allez jamais pouvoir régler les problèmes de l'immigration si vous ne vous attaquez pas aux causes réelles de cette immigration. Je parle là de l'immigration africaine, subsaharienne principalement. Vous connaissez quelles sont les causes de cette immigration. C'est la mauvaise gouvernance, c'est la gabegie financière, c'est la dictature qui pousse les jeunes à venir vers l'Europe. La France, en guillemets, dit lutter contre l'immigration, mais non, elle ne lutte pas contre l'immigration. Au contraire, elle fait tout pour que cette immigration-là s'accentue. Et c'est ça qu'il faut dire au peuple français. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui qu'en France, si une victime veut être honorée, il faut qu'il soit agressé par un immigré, que ce soit africain ou quoi que ce soit. Il y a des Français qui vont violer tous les jours, Français qui s'appellent Jean-Paul, qui vont violer tous les jours. Les victimes n'auront jamais une minute de silence à l'Assemblée nationale. Mais il suffit qu'un migrant viole une personne, ce qui est déplorable, qu'un migrant assassine une personne, ce qui est condamnable. On ne peut pas soutenir parce qu'on est migrant. Non, il faut le condamner. Mais il suffit que ce soit un migrant et puis l'Assemblée nationale va se rappeler qu'il y a eu une victime. Alors que si on va parler de janvier à aujourd'hui, il y a plus de 200 femmes qui ont été violées et aucune n'a eu cette chance d'avoir une minute de silence. Donc on instrumentalise l'immigration d'un côté et de l'autre côté, on favorise ce qui crée ce flux migratoire. C'est cette dichotomie-là qui moi, un peu m'embête et qui embête aussi un certain nombre de personnes avec cette façon de vouloir préserver la France-Afrique. Et justement, certains vont vous dire que vous avez sollicité Emmanuel Macron pour vous aider donc à combattre Paul Biya, le président du Cameroun, disons, installé avec les faveurs de la France en 1982, alors que la France-Afrique est une réalité que vous connaissiez. Vous savez, il y a que les sardinats qui peuvent le dire, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter mes propos lors de ce salon de l'agriculture et lors de mon interpellation avec Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron m'a dit qu'il ne peut rien faire au Cameroun, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, c'est faux. Je n'ai pas interpellé le président Emmanuel Macron pour qu'il fasse partie Paul Biya. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui fait partie Paul Biya. J'ai justement interpellé Emmanuel Macron sur son rôle, son double rôle qu'il joue avec Biya, sur son silence face à ce qui se passe au Cameroun et qu'il sait et qu'il connaît très bien. Je n'ai jamais interpellé le président Emmanuel Macron pour lui dire « Tiens, il y a Paul Biya, ton ami, qui fait des choses, il faut nous aider. » Non, du tout. D'ailleurs, quand je pense, si j'ai bonne mémoire, quand il m'a dit un mot et je lui ai dit, quand il m'a dit que si nous on intervient, les chefs d'État africains disent que nous intervenons, qu'ils sont souverains, et quand on n'intervient pas, vous nous dites un truc comme ça, et je lui ai dit c'est faux. Parce que quand ils viennent prendre votre argent, en ce moment-là, vous ne leur dites pas ce que vous êtes en train de me dire. J'ai eu un échange très vif avec le président Emmanuel Macron. Et je pense que je suis l'un des premiers Africains qui a pu avoir ce genre d'échange avec lui. Et j'ai été franc avec le président Macron. Pour moi, c'était qu'il arrête la France-Afrique. Et je vais vous dire une chose. Il y a eu un sommet après France-Afrique. Au départ, c'était le chef d'État africain qui était convié à ce sommet. Le sommet de Montpellier. Le sommet de Montpellier. J'ai écrit au président de la République pour lui dire que ce chef d'État que vous invitez ne représente pas l'Afrique. Invitez à la place de ce sommet les jeunes Africains. Et vous avez été invité ? Je n'ai pas été invité. Je ne pouvais pas être invité parce que le langage n'aurait pas été pareil. Mais je fais partie de ceux qui ont insisté là-dessus pour que la jeunesse africaine et représentative de cette misère africaine-là puisse être invitée.
Et j'ai été heureux de savoir qu'à la place des chefs d'État, qu'on a plutôt invité une délégation des jeunes Africains venus de partout en Afrique. Bon, ça n'a rien changé dans le fond. Ça n'a rien changé dans le fond. Alors, est-ce que vous avez un message pour tous ces Français, ces politiques, notamment qui considèrent qu'un fichier S est forcément un terroriste en puissance? Non, écoutez, fichier S, ça a déjà été dit plusieurs fois. C'est juste un fichage administratif. J'ai jamais été condamné par la justice. J'ai jamais été en garde à vue. J'ai posé des actes qui, d'une certaine manière, et tout dépend de quel bord on se pose, on peut soit trouver que j'ai été excessif, si on est d'un bord, et si on est de l'autre, on peut trouver que j'ai été juste. J'ai toujours agi dans la légalité de la loi. Je n'ai jamais enfreint la loi en France. Je n'ai jamais agressé physiquement quelqu'un. Je n'ai jamais été au-delà de ce que la loi me permet. Et croire que parce qu'on est fichier S et qu'on est dangereux, non. Bien que je comprends, je peux comprendre un peu cette façon de penser parce qu'il y a eu des choses extrêmement difficiles, extrêmement dures, extrêmement terribles qui se sont passées en France et que pour un certain nombre d'entre eux, les personnes qui ont commis ces actes abominables, qu'il y avait des fichiers S. Mais il y a des milliers de fichiers S qui n'ont rien à voir avec la délinquance. D'ailleurs, vous pouvez être fichier S parce que vous avez un cousin lui-même qui est fichier S. Et parce que vous appelez ce cousin 2 ou 3 fois par jour, on vous fiche aussi S. C'est complètement ubuesque de penser qu'un fichier S est quelqu'un qui est dangereux. C'est très faux. Je suis fichier S parce que l'État a décidé de faire de ma vie l'État français, parce que l'oligarchie française a décidé de faire de ma vie et de tout ce qui dénonce la France-Afrique, tout ce qui dénonce ce copinage entre les présidents, les dirigeants, les politiques français et les dictateurs africains. À partir du moment où vous essayez de mettre les pieds dans ce plat-là, eh bien, la meilleure façon de vous neutraliser, c'est de vous ficher S. J'ai été fiché S bien avant Nathalie Niam. Et de faire de votre vie un enfer. De faire de votre vie un enfer. Je n'ai jamais eu un document que j'avais droit de manière normale. Je suis toujours passé par la case tribunal. C'est toujours un juge qui a décidé de me donner quoi que ce soit. J'ai jamais eu un truc normal, non. Donc, justement, ce fichage permet de faire en sorte que ce genre de choses puisse arriver, de faire de votre vie un enfer. Mais je dirais à ces hommes politiques que les Français se sont battus pour leur liberté. La liberté qu'elles gardent aujourd'hui jalousement. Et nous, la jeunesse africaine aujourd'hui, nous ne sommes pas les jeunes africains de 1980. Non, nous sommes un peu émancipés, nous avons une autre vision. On peut nous ficher autant qu'on veut, S ou S multiplié par Y par mètre carré, c'est leur problème. Nous nous battrons pour que nos pays puissent avoir une bouffée d'oxygène. Merci beaucoup Abdoulaye Thiam, merci Kalibri Kalibro. C'est moi qui vous remercie de nous accorder la parole et de passer le message que nous avons à passer. Merci. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir regardé ce numéro de Décrypter l'Afrique. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.